Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, même avec ces NFT-là, tu allais sur un site, tu achètes une œuvre numérique sous forme de NFT, après tu regardes dans ton adresse, tu vois que en fait ça n'existe plus parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Et les personnes vendaient des images très très bonnes, très très jolies, mais derrière, il n'y avait pas ce qu'on appelle, en fait, ce n'était pas stocké de façon définitive sur la blockchain. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session du podcast Mon Patrimoine. Ça sera une sorte de hors-série avec un invité de marque que j'accueille aujourd'hui qui s'appelle Elvis Conjo. Salut Elvis, ça va? Salut, salut Guy, enchanté. Nice. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui Elvis parce que on va toucher des sujets qui sont dans notre communauté à mon goût, pas suffisamment traité. Du moins, les gens ne vont pas assez en profondeur de ces sujets-là pour donner au minimum les éléments ou les connaissances qui permettraient à chacun de pouvoir se faire en tout cas sa propre idée et choisir ou décider de ses thèses d'investissement. Donc, on va parler de blockchain, de crypto, de NFT, principalement de NFT aujourd'hui. Mais avant tout ça, je te propose, mon cher Hervé, si tu le veux bien, de te présenter succinctement. Super, ça s'annonce vraiment passionnant. Tu sais très bien, depuis un bon bout de temps, je suis dans la crypto, je suis crypto-éducateur. Moi, c'est Elvis Konjo, je suis camerounais d'origine. Je travaille présentement du côté de Shanghai pour le groupe Le Figaro du côté de la France. Donc, je fais mes pas dans les crypto-monnaies en 2016 et je rencontre beaucoup de discours qui ne sont pas en accord avec les objectifs de la blockchain qui sont passés sur le continent africain. Et du coup, je fais des erreurs et après, je décide, OK, si moi j'ai fait des erreurs, ça veut dire que dans le monde entier, il y a encore très peu de personnes qui connaissent et feront forcément les mêmes erreurs. Et on dit, il est bien d'apprendre de ses erreurs, mais il est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres parce qu'on pourra aller plus rapidement. Donc, j'ouvre donc une chaîne YouTube autour de 2020 pour essayer déjà de partager mon parcours et d'essayer d'éduquer les gens concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Et donc, un an après, je passe des concours, des certifications où je deviens maintenant blockchain expert. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager encore aujourd'hui la crypto-monnaie, la blockchain et tout ce qu'il y a dans cet écosystème. Et merci à toi, Guy, pour l'invitation et cet honneur que tu me fais une fois de plus. Yes. Elvis, aujourd'hui, pourquoi payer des montants astronomiques pour une photographie qu'on peut télécharger gratuitement? Depuis leur arrivée, je crois que c'était en 2017, les NFT sont une cause d'incompréhension pour une grande partie des internautes. Alors, investissement encourageant, arnaque scandaleuse ou simple extension de notre image sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment, vraiment qu'on entre en profondeur sur cette thématique, en tout cas pour ce premier épisode avec toi. Peut-être pour donner un petit peu du contexte aux gens, est-ce que tu pourrais déjà définir ce que c'est que un NFT? Ok, super. C'est vrai, tu as commencé par un aspect qui était un peu mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'avant d'arriver au niveau de l'argent, on doit parler d'abord au niveau de la technologie. C'est quoi? Parce que derrière, il faut pas oublier qu'on spécule toujours par rapport à une technologie, à une adoption de masse, avant que l'argent, en fait, avant que l'argent s'efface. Donc, un Mhm. NFT, concrètement, de façon définie basiquement, c'est une sorte de token qui n'est pas interchangeable avec un autre. Je prends par exemple deux billets de 10 000, deux billets de 10 000 francs, ils sont interchangeables. Je me permets de te couper. Oui, Excuse-moi, tu vas continuer, hein. C'est juste qu'à chaque fois, il faudra qu'on définisse. Il y a des gens qui sont vraiment newbies, en fait, il faut qu'à ok. à la fin de l'épisode, que même ma grand-mère, elle puisse Ouais, dire oui, j'ai enfin compris ce que c'est que les NFT. Donc, je vais rapidement définir. Tu as parlé de tokens. Pour ceux qui ne savent pas, ce ouais. sont En des fait, sortes de jetons non fongibles. je voulais embrayer, je voulais continuer là-dessus en disant un token, c'est tout simplement une valeur numérique qui s'échange sur un réseau de blockchain. Et là, c'est la façon la plus simple de définir ça. C'est comme un chiffre dans un registre d'une banque et qui transite d'un compte bancaire à un autre. C'est simplement ça, en fait.
C'est ça qu'on appelle réellement un token. Mais si on a un chiffre, si tu as 10 000 dans ton compte bancaire et moi j'ai 10 000 dans mon compte bancaire, ces deux chiffres-là se valent. Ça, c'est la première notion de token classique qu'on avait. Maintenant, on a créé une autre forme de token qui n'est pas interchangeable, qui ne sont pas interchangeables l'un avec l'autre. C'est par exemple comme ton diplôme. Ton diplôme et le mien, ce sont deux choses totalement différentes parce qu'il y a ton nom là-dessus, bien qu'il y a d'autres éléments, la date peut être différente, mais il y a déjà ton nom, l'établissement où tu as obtenu, tu vois. Ce sont des choses qui sont différentes d'une personne à une autre. Donc, du coup, on a créé un autre type de token qui va représenter justement cette unicité sur la blockchain. C'est donc ce qu'on appelle non-fungible token, donc les tokens qui ne sont pas interchangeables, d'où la notion de fungible, parce que les précédents, c'était des tokens qui étaient fungibles, échangeables l'un contre l'autre. Donc, du coup, avec les tokens non fongibles, on a donc permis à la blockchain de créer une certaine unicité. Et cette unicité peut s'appliquer donc à presque tous les domaines. On peut émettre aujourd'hui peut-être ta CNI sous forme de NFT. On est sûr qu'il n'y aura pas deux personnes qui auront ce même numéro parce que les NFT derrière ont un numéro. Et ce numéro-là, en fait, c'est ça qui crée l'unicité d'un NFT. Et on peut donc l'appliquer à plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines dont on va parler par la suite, en fait. Yes. Donc, pour faire toujours le lien avec la blockchain, je crois qu'il est essentiel peut-être qu'on revienne aussi sur ce que c'est que la blockchain, puisque les NFT existent parce que justement la technologie blockchain, elle existe. Peut-être donner rapidement le contexte dans lequel cette technologie a émergé, pourquoi et quel est le fil conducteur avec justement le segment de NFT. D'accord, super. Pour ceux qui sont dans une banque, moi je prends l'exemple classique de la banque parce que clairement la blockchain c'est une évolution de la banque. Dans une banque, vous faites des transactions dans une banque et ces transactions sont enregistrées dans les bases de données de la banque. Quand vous allez dans une banque tirer votre relevé bancaire, on va dans la base de données, on lit les transactions qui ont été faites dans votre compte et on imprime cela. Mais cette base de données est détenue et maintenue par la banque en elle-même, par la banque. Ce qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir des transactions qui se font dans ton compte et tu n'es même pas au courant. Et si la banque, à un moment donné, perd cette base de données, bah, il peut avoir comme ça de gros problèmes parce que aujourd'hui, clairement, les banques perdent beaucoup d'argent à cause de cette base de données qui peut être comme ça manipulée par des personnes qui y ont accès. Donc, du coup, on a dit, OK, au lieu d'avoir une base de données qui est centralisée et gérée par un seul organisme, on va distribuer cette base de données à plusieurs personnes. C'est un peu comme une certaine sorte de livre. Si je vous donne un livre aujourd'hui et que je veux me rassurer que personne ne modifie ce qui est à l'intérieur, je dois donner une copie de ce livre à plusieurs personnes dans le monde entier. Du coup, si vous modifiez votre copie, elle ne fera pas foi parce qu'il y a bien d'autres copies dans le monde entier qui seront différentes. Donc la blockchain, c'est exactement ça. C'est un livre qui enregistre les transactions et qui n'est pas détenu et centralisé par une seule personne, qui n'est pas maintenu par une seule personne. Donc, toutes ces personnes qui peuvent aujourd'hui télécharger la blockchain, comme nous sommes en train de parler, peuvent télécharger ce livre et installer les mécanismes consensuels qui vont les permettre d'ajouter des informations à l'intérieur de ce livre. Donc, clairement, de façon très simple, la blockchain, c'est un livre de données qui est donc reparti et détenu par plusieurs personnes. Et ces personnes-là, ensemble, maintiennent la véracité de ce qui est enregistré dans ce livre. C'est ça la blockchain. Mais la blockchain, vu sur cet angle-là, c'est un peu primaire. Ça, c'est ce qui a été proposé en 2008 par Satoshi Nakamoto, qui est le fondateur de la première crypto-monnaie, la blockchain, qui est en fait le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, n'est qu'une application de cette blockchain-là, qui est juste une donnée qui s'échange d'un livre à un autre et on enregistre les transactions à l'intérieur. Mais en 2013, clairement, une personne au nom de Vitalis Buterin avec d'autres personnes, les Gavin Hood, les Charles Hoskinson, ils se sont mis ensemble et ils ont proposé une nouvelle version de la blockchain. Une version qui va permettre de fournir une puissance de calcul pour traiter les transactions des personnes et des autres, ce qu'on appelle donc une machine virtuelle. Si je veux effectuer un grand calcul aujourd'hui, parfois, je peux mettre des machines en réseau et ces machines-là vont effectuer ce calcul ensemble parce qu'ils auront plus de puissance. Donc, du coup,
Vitalis Buterin, ils ont mis sur pied une machine virtuelle qui va permettre d'installer des micro-programmes au-dessus de cette machine et cette machine va exécuter tous les transactions, tous ces micro-programmes et ces micro-programmes donc sont appelés des smart contracts. Les smart contracts, je vais t'expliquer ça un peu terre à terre. Si aujourd'hui on fait une sorte de pari et on te dit, bon, parions que à 15 heures demain, il fera peut-être beau, il fera beau. Ça, c'est juste un simple exemple. Mais Mhm. on va donner de l'argent à une personne pour garantir ce pari en disant, OK, toi, tu es le Katika. Je vais te donner 100 francs, l'autre va te donner 100 francs. Et à 15 heures demain, on va vérifier la météo. Si c'est exactement comme j'ai dit, alors c'est moi qui vais repartir avec les 200, par exemple. Mais sauf Mhm. que, à un moment donné, le Katika peut être corrompu, il peut être corruptible. Tu peux venir derrière et tu vois le Katika, tu dis, bon, gars, quel que soit ce qui va se passer, tu dis que c'est moi qui ai gagné et je vais te donner 50 francs sur les 200 que je vais gagner. Donc, il peut avoir un parti pris. Oui, mais clairement, avec les smart contracts, c'est pas possible. On va définir donc la logique dans un code, dans un algorithme, dans une suite d'instructions, et on va déployer cela sur la blockchain. Et une fois que c'est sur la blockchain, ça ne pourra plus être modifié. Et comme ça sera plus modifié, le programme va exécuter exactement ce qu'on a dit à l'instant qu'on a défini. Du coup, il n'est pas possible de falsifier ce programme, il n'est pas possible de le corrompre. Et on a déjà montré à suffisance comment dans nos systèmes, c'est l'humain qui est beaucoup plus un problème pour notre système qu'autre chose. Avec les corruptions, avec les sauts d'humeur, avec beaucoup d'autres choses, c'est ça qui impacte beaucoup plus nos économies et nos façons de vivre de façon globale. Donc du coup, avec ces smart contracts, avec ces algorithmes-là, on peut faire un peu plus de confiance à ces algorithmes vu qu'ils ne sont pas émotionnels. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les personnes sont en train d'adopter les crypto-monnaies de façon globale parce que c'est un peu comme une monnaie numérique programmable exactement. Yes. Je vais revenir quand même sur cette notion de smart contract. Avant, je vais juste ajouter un point sur la mention Satoshi Nakamoto, qui est une personne ou un groupe de personnes non identifiées. Donc, on ne sait pas exactement euh, euh, qui Ouais, sont les créateurs ou c'est qui un est le gros mystère. créateur. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est justement de ce smart contract qu'en découle la finance décentralisée? Oui, exactement. Je vais expliquer exactement pourquoi est-ce que c'est des smart contracts que détient la finance décentralisée. Parce que la Mhm. blockchain avant ne permettait pas d'écrire des algorithmes tels que je viens de dire. Ça permet simplement d'échanger de la valeur d'un compte à un autre, comme ce que fait la banque. Tu peux aller dans une banque, déposer de l'argent, on crédite ton compte, et après tu envoies cela dans un autre compte. Ça, c'est les services classiques de la base Mhm. de la Mhm. banque. Maintenant, la banque peut mettre d'autres services au-dessus, en mettant les emprunts, mais pour ça, il faudrait que le système soit reformé. Donc, du coup, en Mhm. 2013, quand le système a été, quand on a proposé donc cette machine virtuelle-là, où on peut mettre les programmes maintenant sur une blockchain et qui ne sont plus modifiables, les gens ont donc commencé à écrire des programmes de, de finance, des programmes de finance normales, où on peut dire, OK, on va dorénavant mettre l'argent dans un smart contract, les gens vont venir emprunter, vont venir prendre de ce smart contract. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à cela? Parce que derrière, les règles et les mécanismes ont été écrits et codés et déposés dans la blockchain et ce n'est plus modifiable. Du coup, en interagissant avec, on est sûr que ce qui est écrit est exactement ce qui a été codé et ça ne pourra pas changer. Vous voyez? C'est donc exactement des smart contracts que vont découler plein d'autres secteurs d'économie parce que la blockchain à l'origine ne propose pas grand-chose, mais avec les smart contracts aujourd'hui, on peut justement scaler la blockchain et apporter encore d'autres fonctionnalités telles que la finance décentralisée, telles que les NFT, telles que de l'assurance. Bref, tout ça, toute cette économie-là voit le jour grâce aux smart contracts en fait. Ok, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, et l'objectif, c'est pas de te piéger, c'est vraiment de montrer tous les aspects aux gens Bon, pour vas-y, qu'ils puissent avoir une vision par un ami. Est-ce que la finance décentralisée est vraiment décentralisée? Si on se met à l'intermédiaire, ok, on a codé le truc, on écrit, c'est pas modifiable, mais c'est bien des êtres humains qui écrivent ce code. oui. Est-ce que au niveau de
section, la phase avant le fait que le code soit installé, en tout cas launché sur la blockchain. Est-ce qu'il n'y a pas une faille à ce niveau-là qui viendrait remettre en question ceci qui dit que est-ce que la finance, d'où je reviens à ma question, est-ce que la finance décentralisée est vraiment décentralisée, quoi, si on considère tout le maillon de la chaîne, quoi. Ok, ça c'est une bonne Je sais pas question. si tu comprends ma question. Oui, je comprends très bien ta question et ce sont des points que j'aborde chaque jour sur mes différents canaux. La finance décentralisée n'est clairement pas une finance vraiment décentralisée. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un Ah service ouais, qui est c'est proposé. dangereux ce que tu viens de dire là. Tu viens de casser encore tous les mythes sur la blockchain. Non, 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 Ok. c'est pas le mythe de la blockchain, mais en fait, il y a une partie qui peut être décentralisée et une partie qui est centralisée. La décentralisation de la finance dite décentralisée est tout simplement le fait que les transactions dans la plateforme qui offre ce service vont s'exécuter sur une blockchain et on peut donc retracer tout ce qui est fait dans la plateforme en fait. Vous voyez, donc je peux mettre sur pied une plateforme et je code un smart contract avec des paramètres qui sont modifiables à l'intérieur de ce smart contract, par exemple. Quand je vais donc Mhm. déployer ce smart contract sur la blockchain, quelles que soient les modifications que je vais faire à l'intérieur, ça va laisser des traces sur la blockchain. Et du coup, on peut auditer cela et voir si les personnes qui émettent la plateforme, donc qui gèrent la plateforme, sont crédibles derrière. Mais par contre, on ne peut pas voir ça dans un système de finances classique. C'est une boîte noire, une boîte fermée, où on ne peut pas réellement savoir ce qui se passe à l'intérieur. Pourtant, dans la finance décentralisée, on voit exactement ce qui se passe derrière. Et c'est la raison pour laquelle les smart contracts sont codés par des humains. Il peut y avoir des failles à l'intérieur, il peut y avoir des erreurs à l'intérieur, et les personnes peuvent donc attaquer ces smart contracts et justement attaquer ces failles-là et peut-être voler de l'argent dans ces différents protocoles. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'audits qui sont faits sur les plateformes parce qu'une fois que le code source est déployé sur la blockchain, tout le monde peut voir exactement ce qui a été écrit et ce qui a été codé dans le smart contract. Donc, vous savez exactement avec quoi vous êtes en train d'interagir et comment est-ce que ça a été codé, comment est-ce que ça se passe. Ça, c'est pour des personnes qui savent un peu comprendre, en fait, qui ont les possibilités de comprendre les langages de programmation de ces smart contracts. Moi, par exemple, je comprends. Donc, quand je vais dans un smart contract, je comprends exactement la logique métier qui est à l'intérieur et je peux comprendre si derrière il y a des failles qui ont été volontairement mises dans les smart contracts ou bien c'est quelque chose qui est exactement correct. Donc, la finance décentralisée n'est pas totalement décentralisée parce qu'il y a un organisme derrière qui code cela et qui peut clairement modifier des paramètres à l'intérieur, d'où le processus de gouvernance parce qu'on va vous donner un token et ce token va dire, OK, ça te donne un pouvoir de décider des paramètres qui pourraient être changés dans le smart contract. Une fois que la communauté a décidé de comment est-ce que les paramètres peuvent être changés dans le smart contract que j'ai codé, alors les personnes qui sont en charge vont exécuter ce que la communauté a décidé. C'est ce qu'on appelle la gouvernance, en fait. Donc, il y a une certaine forme de décentralisation, mais il y a clairement encore une certaine forme de centralisation d'une certaine façon. Mais c'est une centralisation décentralisée, un peu comme le CEO Champenzan aime bien dire, c'est CDFI, Centralized Decentralized Finance, en fait. Bah, si moi, je possède 50%, même s'il il y a quelques gus qui possèdent 50% du reste des droits via le token, je centralise quand même un peu quelque part. Oh, oui, c'est pour ça qu'on étudie minutieusement les tokens métriques qui est donc comme ça, qui est donc comme le token est redistribué. Comment est-ce que le processus de redistribution du token, ça fait Un peu comme, partie. pour faire le parallèle peut-être avec un gouvernement et le Parlement. Prenez un petit peu dans la vraie équation, prends le cas de la France, le précédent quinquennat, là où la majorité, en tout cas le président avait la majorité absolue au niveau du Parlement. Le fait d'annoncer une loi, c'est juste pour suivre le protocole. Quelque part, ils savent que la loi va être votée vu qu'ils possèdent justement la majorité absolue au niveau des votes, quoi. Oui, 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 c'est exactement ce qui s'est passé avec même des plateformes comme Terra Luna, parce qu'on a accusé cette plateforme d'être hyper centralisée, vu que le vote qui a été proposé pour diviser la blockchain en deux, pour faire ce qu'on appelle un hard fork, donc une copie de la blockchain, ce vote-là a été contesté parce que plusieurs personnes estiment Tu peux que donner un peu de contexte rapidement pour que les gens puissent comprendre pourquoi est-ce que
ils ont été amenés à justement faire une copie de ce truc-là pour, entre guillemets, sauver peut-être le projet. Oui, pour entre guillemets sauver la blockchain, c'est tout simplement un stablecoin qui est une crypto-monnaie qui est normalement censée être stable ou bien mimer le comportement d'une monnaie stable, un peu, en fait, d'un actif stable, pas forcément une monnaie, d'un actif stable, un Mm. peu comme l'euro, le dollar, l'or, ainsi de suite. Ce sont des trucs qui sont quand même considérés stables parce que l'économie classique, il n'y a pas beaucoup trop de volatilité à l'intérieur. Donc, si on a un token qui mime le comportement de ces actifs-là, ça peut être considéré comme un stablecoin, donc une crypto-monnaie stable. Donc, du coup, sur la blockchain de Terra Luna, on avait un stablecoin, le UST, qui était adossé à la valeur du dollar. Donc, ça valait clairement un dollar. Mais dans son mécanisme de fonctionnement, il y avait possibilité de créer, en fait, c'était un stablecoin dit algorithmique qui est créé à partir d'une autre crypto-monnaie qui était le Luna. Donc, à chaque fois qu'on voulait créer un UST, on brûlait une partie du Luna pour créer le UST. Ça fait on n'a pas créé le UST ex nihilo. Ça a été créé à partir de 1 dollar de Luna. Donc, le chemin inverse également était possible. Donc, si tu veux redeem, donc si tu veux redonner ton UST pour avoir le Luna, c'est également possible. On va donc brûler ton UST et on va te donner l'équivalent en Luna. Mais clairement, à un moment donné, le UST a souffert d'une attaque de manipulation du marché avec de grosses volumes de quantités de UST qui ont été vendus en faisant comme ça, dumper, en faisant comme ça, perdre de sa collatéralisation. Et comme ça a perdu sa collatéralisation, il y a donc eu un effet de panique dans le marché. Vu que ça en valait plus 1 dollar, plusieurs personnes ont donc commencé à acheter majoritairement pour aller revendre pour avoir 1 dollar en Luna. Et en faisant cette action-là, ça a entraîné le Luna dans ses plus grands abîmes, en fait. Et la valeur du Luna n'a pas pu recouvrir, suffit avec même le Bitcoin qu'on a vendu de la fondation pour essayer de rattraper le tir, mais ça n'a pas été possible et le Luna est clairement allé aux enfers. Donc, il était de 200 dollars à 0,0000 quelque chose pour Luna. C'est quelque Ça chose pique, qui ça pique. n'est réellement pas souhaitable pour une crypto-monnaie. Mais bon, c'est arrivé. Et quand cela est arrivé, le CEO de cette entreprise, Dunon, qui a fait une proposition de loi en disant, OK, on va abandonner cette blockchain-ci et on va recréer une autre blockchain avec il n'y aura plus de stablecoin. Enfin, il n'y aura plus de stablecoin algorithmique. Et la proposition de loi a été votée et s'est passée en majorité avec autour de quelque chose comme 76% pour les personnes qui étaient OK. Mais il a derrière été contesté avec un tribunal, avec des juges, des personnes du côté de la Corée qui ont essayé de faire des investigations sur ce CEO. Et il en ressort que clairement, avec des entreprises offshore, il y a une grande quantité de UST qui ont été utilisés pour manipuler le vote. Donc clairement, le vote allait passer, même si les gens ne votaient pas, ce vote allait Mhm. passer. Donc c'est un peu ça la centralisation d'une. Genre, c'était les entreprises offshore qui achetaient des droits pour que son nom ne s'affiche pas en face, pour que, in fine, globalement, il ait la majorité absolue lors du vote, quoi, Oui, c'est ça? exactement. Exactement. On parle de tout de 17%. Et 17%, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup quand même. Du coup, ce n'est pas forcément de ce type de centralisation qu'on a dans les plateformes de finances décentralisées, bien qu'il peut aussi avoir cela. Mais la centralisation qu'il y a majoritairement dans les plateformes décentralisées, c'est que c'est une entreprise, ou bien c'est un groupe de personnes derrière qui ont la responsabilité de maintenir ces smart contrats-là, clairement. Donc, du coup, il faudrait qu'on fasse confiance absolue à la personne qui développe la plateforme parce que tout le monde n'a pas les capacités d'analyser et de comprendre ce qui se cache derrière un smart contract. Du coup, on leur fait confiance aveuglement et s'ils sont de mauvaise foi, ils peuvent introduire ce qu'on appelle dans l'écosystème des backdoors, des portes de sortie où vous venez par exemple bloquer votre crypto-monnaie sur une plateforme dite décentralisée, mais derrière, les gars siphonnent en fait, ils ont une porte de sortie où ils siphonnent vos crypto-monnaies et ils s'en vont avec la caisse d'une certaine façon. On a déjà observé cela. Donc, il y a des arnaques et des subtilités comme ça qui existent. Mais réellement, le contexte en lui-même, le concept en lui-même, il est quand même novateur parce qu'aujourd'hui, pour prendre, par exemple, des emprunts dans l'écosystème, dans la banque classique, il faudrait parfois des jours pour avoir un prêt, un crédit. Et tu dois toujours déposer un collatéral, par exemple. Ça doit être garantie d'une maison, garantie d'un terrain, ainsi de suite. Donc, tu dois toujours déposer quand même ce qu'on appelle une garantie.
Or, dans la Mhm. finance classique, on a également ce qu'on appelle, dans la finance décentralisée, on a également ce qu'on appelle des collatéraux. Je veux prêter une crypto-monnaie, par exemple, on va se dire, OK, je dépose quoi comme collatéral pour faire cet emprunt? Et cet emprunt se fait instantanément avec les taux qui sont connus, et le taux varie en fonction de l'offre et de la demande. Les mécanismes sont connus et clairs. Or, dans une banque classique, les mécanismes de taux d'intérêt, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Nous deux, nous allons à la banque, nous n'aurons pas forcément le même taux d'intérêt. Ça va dépendre soit de la confiance que la banque a avec toi, soit de la hauteur de ton crédit, soit du risque que tu... Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte que ce n'est pas forcément équitable. Donc, du coup, pourquoi cette inégalité? Quand certains États, par exemple, vont dans les organismes comme le FMI, le Fonds monétaire international, pour prendre de crédit, est-ce que vous savez que les pays africains payent plus d'intérêts quand ils prêtent de l'argent que les pays européens, par exemple? Et ça n'a pas de sens. Comme un pays qui est dit pauvre, quand il prête, il a plus d'intérêts qu'un pays qui est riche. Ça n'a pas de sens. Du coup, dans la finance décentralisée, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Que vous venez déposer 1 milliard de dollars, ou bien 500 dollars, ou bien ne serait-ce que 1 dollar, les règles sont les mêmes. Et c'est ça qui est un peu une sorte de justice qui est un peu réparée grâce à la finance décentralisée pour des plateformes qui sont bien évidemment sérieuses. On ne va pas simplement dans une plateforme parce que c'est de la finance décentralisée qui est mise en avant. Non, on fait une étude minutieuse parce qu'il y a beaucoup clairement d'arnaques. Mais clairement, le besoin, il est là. Et c'est ce que je viens d'expliquer tantôt, ces inégalités du système classique qui peut donc trouver solution dans le système dit décentralisé d'une certaine façon. Yes. De toutes les façons, c'est des sujets qu'on va traiter de long en large dans les prochains épisodes en profondeur, comme je disais tantôt en début d'émission. D'autre part, vous allez regarder aussi en lien de l'épisode. Il y a un programme dédié qui vous permet d'avoir toutes les astuces, de comprendre globalement tout ce game. On ne vous dit pas quoi faire parce que nous ne sommes pas des conseillers financiers. C'est chacun qui décide de sa thèse d'investissement. Mais il est important d'avoir cette connaissance didactique qui te permet en fait de pouvoir appréhender chaque projet et de décider à la fin euh, en étant data-driven ou alors en ayant en tout cas tous les détails qui te paraissent toi cohérents pour rentrer ou pas dans un projet, quoi. Donc, vous allez trouver ça en description d'épisode. Elvis va nous donner un peu plus de détails en fin d'épisode. Donc, ça, c'était juste pour faire le point. On a fait une petite digression. On va essayer de revenir un petit peu sur le sujet de base des NFT, mais c'était NFT. important cette digression-là pour donner du contexte aux gens. Donc, depuis les crypto-punks, de nombreux artistes digitaux ont émergé, des arts visuels, musique, de véritables communautés se forment et les enchères montent. Donc, par exemple, il y a l'œuvre numérique, je crois, Every Day, The First 5000 Days First de type, Beeple, de, qui a été de vendu à Bible. près de 69,3 millions de dollars. Euh, comment est-ce que c'est possible ce genre de... Enfin, pour moi, ça sort un petit peu du champ des possibles. Je ne suis pas certain que dans la vie réelle, ce sont des toiles ou des produits qui peuvent se vendre à ce type de prix démesuré. Je n'ai rien contre le fait que la personne a fait du cash derrière, hein. Donc, c'est juste pour comprendre pourquoi est-ce que c'est possible d'aller jusqu'à ce type de marge, hein, jusqu'à ces prix qui dépassent, tu vois, l'imaginaire collectif, quoi. Ok, super. L'exemple que tu as pris, c'est un exemple qui est... bon, là, tu prends quand même l'œuvre d'art qui s'est vendue le plus cher de l'histoire des NFT d'une certaine façon. Mais clairement, d'abord, pour revenir un peu sur les NFT, je vais te poser une question. Bon, peut-être si tu réponds, c'est vrai, peut-être c'est pas à moi de poser les questions, mais je vais quand même essayer de, Bon, je vais te poser une question on pour faire le échange. débat et qu'on échange un peu. Je crois que je vais rebrander le nom de l'émission. En tout cas, de cette section de l'émission, ça sera le King et le G, quoi. Donc, toi, le King et moi, le G. Ok, ok, ok. Bon, ça c'est juste pour savoir déjà ce que tu penses et après je vais répondre à ta question, clairement. Donc, Mhm. déjà, dans la vie réelle, est-ce que tu sais qu'il y a des œuvres d'art qui se vendent à des milliards et parfois ces œuvres ne ressemblent à rien? Ah, là, on va se
On va se prendre des insultes sur les réseaux, quoi. Quand tu dis que ça ressemble à rien, pour les gens qui Mais achètent, oui, non, j'imagine que... non, clairement, je ne vais pas me cacher pour dire ça, parce que moi, je n'ai pas la capacité d'analyser peut-être en détail d'un certain nombre de façons une œuvre d'art, ok? Mais moi, quand je regarde parfois certaines œuvres qui sont vendues à des prix vraiment exorbitants, des tableaux qui parfois ne représentent, ça n'a ni beauté ni esthétique, c'est un peu comme la mode. Tu vas pas me dire que forcément, quand tu vas dans les défilés de mode où tu vois ces mannequins défiler avec des vêtements qui ne ressemblent parfois à rien, tu vas dire que c'est beau. Non, même si ça vaut autant cher. Donc, clairement, C'est pas mon d'abord, style en tout cas, mais j'ai pas les éléments matériels pour analyser la psychologie de non, ceux qui non, non, achètent. S'ils mettent ce prix, c'est ça, parce qu'il y a c'est une pas une, valeur, quoi. non, c'est pas une analyse pour essayer de comprendre la valeur. C'est un aperçu. Toi-même, qu'est-ce que tu ressens? C'est ton ressenti. Qu'est-ce que tu vois Peut-être à c'est travers ce... culturel aussi, des fois. Nous, des trucs qu'on va trouver beaux, par exemple, chez nous, en Afrique, au Cameroun, peut-être ça semble moche pour... non, 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 pas chez nous. Non, Généralement, je, l'inverse, ils moi, apprécient plutôt ce qui vient chez nous et puis ouais, c'est bon, non, quoi. moi, je J'irai dire. pense que quand même, il y a des choses qui sont universellement bonnes, Quoi, belles. du... Mhm. Quand tu as montré quelque chose de beau à quelqu'un, il serait difficile que la personne dise qu'elle n'est pas belle, que cette chose que tu montres n'est pas belle. C'est quand même difficile. Il y a des choses qui sont universellement bonnes. En tout cas, là, c'est pas le débat. Mais vous savez très Mhm. bien également que même dans les En fait, il y a des entreprises, trucs, regarde, mais de ton approche personnelle, tu vas pas mettre 2 euros sur le truc, quoi. Quand tu regardes, tu dis, non, 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 mais bon, en tout cas, ça c'était juste toi. une parenthèse. Je vais encore donner une autre parenthèse pour te montrer jusqu'où, un peu même dans la vie actuelle, dans la vie réelle, on va déjà. Certaines entreprises même, pour essayer de réduire leurs taxes, ou bien ce qu'ils doivent payer au fisc et tout, est-ce que tu sais qu'ils achètent des œuvres d'art? Probablement. Je sais en tout cas qu'ils font des investissements du type œuvre d'art, mais plus, moi, je verrais de l'immobilier. Ils vont acheter, par exemple, Non. de... Là, oui, c'est vrai. Là, même d'abord, d'une certaine Ils achètent façon, des actifs, parce que ces actifs, bah, tant que ça reste des actifs, il n'y aura pas une imposition, puisque l'imposition, c'est sur le bénéfice que tu fais. Donc, on va parce que, considérer ça comme oui, une et parce activité. que c'est pas un secteur qui est régulé. C'est pas un secteur qui a une stricte régulation. Et du coup, les personnes que les entreprises voient cela comme une façon de cacher un certain nombre de choses, ou bien de blanchir un certain nombre de choses. C'est Ah, pour ça c'est que, fort ce que tu dis. Si le fond, c'est que c'est légal, blanchir, ça va quand même. On sort un petit peu du cadre. Je pense qu'il faut faire attention aux mots. Ils non, utilisent les leviers légaux qui leur permettent de faire ce qu'ils font, quoi. Blanchiment, là, mais on c'est, vraiment est non, dans non, l'illégalité, quoi. bon, peut-être tu ne veux pas le mot, mais Optimisation, si tu veux. c'est clairement une Optimisation façon, fiscale, si tu veux. donc c'est clairement une façon c'est clairement une façon d'optimiser, pas de façon légale, mais illégale ou légale, bon, en tout cas. Mais bon, est-ce que tu sais qu'il y a un rapport qui est également sorti récemment sur les NFT du côté des États-Unis en taxant les NFT majoritairement de blanchiment d'argent. C'est un rapport qui a été sorti par, je sais pas quel organisme, mais soit la Fed, soit un organisme de sécurité et de contrôle. On va retrouver le lien, on va mettre ça en description d'épisode hein, pour les gens Voilà, qui veulent suivre. je vais te donner le lien et tu mettras ça en description également. Donc, clairement, le NFT a donné la possibilité d'avoir quelque chose qui est numérique. Ça, c'est du côté technologique de la chose, de créer de l'unicité numérique. Donc, quand je mets une image, je prends une image là maintenant, je poste sur les réseaux sociaux. Toi, tu prends l'image et tu repostes. Qui à un moment donné est l'auteur de cette image? Toi, tu télécharges l'image et tu reposes. Qui est l'auteur? Il n'y a C'est pas de difficile. traces, c'est difficile, il n'y a pas de traces C'est, matérielles qui montrent le parcours voilà, c'est de difficile. l'image. Voilà déjà un problème que vient résoudre les NFT. On peut aujourd'hui mettre cette œuvre-là sous forme numérique en attachant à cela une certaine signature, une certaine unicité qui fait en sorte que partout où ce sera utilisé, on peut revenir à la source et on voit exactement qui est le réel propriétaire derrière. Quand un artiste émet une œuvre musicale et cette œuvre musicale est consommée sur des plateformes en streaming par-ci par-là, il n'a presque plus le contrôle de son œuvre.
Et réellement, ils ne bénéficient plus grand-chose derrière. Ils ne bénéficient plus grand-chose derrière. Les maisons de production, les maisons de distribution vont à la fin de peut-être sortir quelques petits miettes comme ça et donner aux artistes. Alors que si l'artiste lui-même avait mis son œuvre sous forme de NFT, chaque fois, par n'importe où son œuvre pourrait être consommée, en fait, s'il y a de cela, s'il y a une transaction qui est faite, il peut donc attacher ce qu'on appelle les royalties. Les royalties qui sont attachées à des NFT peuvent permettre à l'auteur de bénéficier indéfiniment en fait, des transactions qui sont faites avec son œuvre, par exemple. Donc, Mhm. quand ça a été lancé autour de 2017, ça a vraiment explosé autour de 2019 avec les CryptoKitties, les CryptoPunks. Ça a mis un effet de signalement pour dire, OK, voici une tendance. Et vous savez très bien, les tendances au début, ça ne performe pas parce que c'est forcément quelque chose d'intéressant. Ça fonctionne parce que c'est une tendance. La tendance de la DeFi autour de 2019, c'était pareil. Ça pompait pas parce que c'était forcément les gens comprenaient l'enjeu technologie derrière, l'innovation technologie derrière, mais beaucoup plus en fait, à la vague. On surfait sur la vague. C'est la même chose que les NFT. Au début, les NFT, on n'avait pas besoin que ce soit quelque chose qui soit beau, original pour que ça performe. On avait juste besoin que ce soit le mot NFT qui soit mis en avant. Et c'est la raison pour laquelle, à cet instant-là, plein d'œuvres, plein de premières personnes qui ont surfé sur la vague, qui ont proposé des objets numériques, qui ont proposé quelque chose sur la blockchain en attachant le mot NFT, ces personnes-là ont vendu le rêve et ils se sont fait beaucoup d'argent d'une certaine façon. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, même avec ces NFT-là, tu allais sur un site, tu achètes une œuvre numérique sous forme de NFT, après tu regardes dans ton adresse, tu vois que en fait ça n'existe plus parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Et les personnes vendaient des images très très bonnes, très très jolies, mais derrière il n'y avait pas ce qu'on appelle en fait ce n'était pas stocké de façon définitive sur la blockchain. Parce que par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. J'ouvre mon ordinateur, je mets une image très belle, j'héberge cela sur un serveur, sur un hébergeur que je connais ou bien, en fait, je prends un local quelque part où j'héberge l'image, par exemple. Je crée un smart contract qui va numériser cette image qui est sur mon serveur. D'accord? Ça va lui donner un Mhm. numéro numérique parce que c'est ça le NFT en fait. Le NFT, c'est donner un numéro numérique à quelque chose qui est externe, par exemple. OK? Donc, une fois que vous avez le NFT est dans votre portefeuille, d'accord? Mais ce NFT qui est dans votre portefeuille pointe vers mon serveur. Vous voyez un peu? À un Mhm. moment donné, je peux supprimer cette image. Je peux fermer le serveur. Le serveur n'existe plus. Je supprime mon hébergement. Alors, vous avez acheté quoi? Vous avez acheté le néant, vous avez acheté le vide. Alors qu'à l'origine, l'image était belle. À un moment donné, ça a donc créé beaucoup de polémiques dans la communauté. On a dit, OK, pour qu'une œuvre NFT soit considérée comme NFT, pour ceux qui sont les plus frileux de collection, parce qu'il y a également les collectionneurs, hein. Donc, pour ceux qui sont frileux de collection, vous devez vous référer à quelque chose de fondamental qui est donc comme ça IPFS, donc Interplanetary File System. Donc, c'est un système interplanétaire de stockage de données de façon décentralisée. Donc, quand je vais maintenant émettre une œuvre NFT, je vais déposer cela dans un IPFS qui fera en sorte que moi-même, le propriétaire, je ne puisse plus récupérer cela, je ne puisse plus supprimer cela parce que c'est stocké de façon décentralisée. C'est ce qui a donné un peu plus confiance maintenant aux collectionneurs parce qu'avant, ce qui se faisait, il y avait beaucoup d'arnaques. Vous voyez? Mais en soi, Mhm. est-ce que les Tu NFT, rappelles le nom? Comment ça s'appelle la plateforme donc, internationale qui ce n'est supporte pas une plateforme, c'est un système. Et plusieurs personnes, on peut implémenter ce système. Et c'est un peu comme une sorte de blockchain des fichiers. On appelle IPFS, Ok. Interplanetary File System. Donc, un système Et de fichiers qui contrôle cette plateforme-là? Est-ce que c'est personne. un truc aussi avec les C'est droits de vote? décentralisé comme la blockchain. C'est décentralisé. Personne ne contrôle ce système de stockage de fichiers interplanétaires. Personne. Et il y en a plusieurs sortes où c'est l'unique, c'est tout le monde passe par là lorsqu'il lance un NFT. Il y en a plusieurs. Il y a Filecoin, par exemple, qui fait exactement ça. Il y a les Pignata, ce sont des plateformes qui font ça exactement, en fait. Mhm. Ils proposent des systèmes décentralisés.
Et alors, des personnes aujourd'hui peuvent louer leurs espaces à des plateformes comme Filecoin, louer les espaces de stockage et cet espace de stockage est utilisé pour stocker les fichiers de façon D'accord. décentralisée. Donc, ton espace de OK. stockage, tu peux louer sur Amazon, tu peux le louer sur Google Cloud là-bas et tu fournis cet espace de stockage-là à un système de stockage de fichiers interplanétaires. Et ça fait Mmh. qu'on va te payer d'une certaine façon les dividendes qui seront générés par l'activité derrière de la plateforme. Ce sont des mécanismes qui sont utilisés aujourd'hui pour les NFT. Mais ça, c'est simplement une application des NFT. Les NFT, ça peut être utilisé pour bien d'autres choses parce que depuis, on est en train de parler des NFT sous forme de l'art numérique. Mais les NFT, Mmh. c'est pas uniquement l'art numérique, c'est le premier secteur où on a utilisé les NFT parce que c'était plus facile de l'utiliser à ce niveau, que ce soit pour les images, pour les fichiers numériques, les PDF, les photos et bien d'autres là, c'est un peu plus facile parce que ce sont déjà des éléments qui sont numérisés. Ce sont déjà des éléments qui sont numérisés. Donc, on va attacher simplement des NFT derrière et on peut maintenant donner des utilités à ces NFT un peu comme on le ferait avec des tokens classiques. Je peux dire, par exemple, j'ai créé un club et la seule façon pour vous d'entrer dans mon club, c'est d'avoir le NFT de mon club. Je vais créer une collection de 10 NFT avec chacun des particularités en disant, OK, le NFT qui aura le numéro tel, c'est un NFT peut-être VIP. Les NFT ici aura, donc, ces NFT-là peuvent avoir des caractéristiques différentes et ils auront d'utilité à l'intérieur de l'espace que je suis en train de construire. Mais je suis sûr et certain que ça ne pourra pas être divisé parce que les NFT ne sont pas divisibles. Les tokens, si on prend un token de peut-être, disons quoi, si on prend l'Ethereum sur sa forme tokenisée, on peut le diviser en plusieurs, jusqu'à 17% du, donc en 18, non, en 1 million, en 100 millions en fait. Or, les NFT ne sont pas divisibles. Donc, si je mets 1000 ou bien 10 000, ils resteront toujours 10 000 en fait. D'accord? Donc, je vais dire, Mmh. OK, dans mon club, si vous venez, vous avez le NFT, vous entrez. Et en fonction du type de NFT que vous avez, vous pouvez accéder à certains éléments dans l'espace que je suis en train de construire. C'est par exemple ce qu'a fait les plateformes comme le Bored Ape Club, qui est un club assez prisé, où des personnes fortunées y vont pour participer déjà à des activités qu'elles participaient avant même qu'il y ait les NFT. On a simplement attaché l'activité de cette plateforme-là à un système de NFT derrière. Si on va sur les Wonder Woman, par exemple, qui est un autre type de NFT, où c'est une collection de femmes, faisant également partie d'un club de femmes, avec des fonctionnalités qui seront attachées à différents types de NFT liés à la plateforme. Donc, je peux aujourd'hui dire, OK, les personnes pour s'inscrire dans mon établissement ont besoin d'acheter un NFT. Et un NFT va représenter une personne en fait. Et chaque fois que la personne s'inscrit dans mon établissement, il pourrait avoir des avantages. Donc, il pourra avoir des avantages. C'est ce qu'on va peut-être appeler les mutants NFT, des NFT qui peuvent muter. Donc, on a justement créé les mutants ape qui vont évoluer en fonction de plusieurs types de NFT que tu as dans ton écosystème. On peut également attacher les NFT dans des jeux vidéo. Quand on est en train de jouer dans un jeu vidéo comme World of Warcraft ou bien, je sais pas, Fortune, je sais pas trop quoi, il y a des objets qui peuvent être collectionnés dans le jeu. Je prends un jeu où il y a une armature, où il y a une armure à l'intérieur qui dit être unique. Comment est-ce que moi je fais pour vérifier que cette armure est unique? Je n'avais pas de possibilité parce que je vais simplement croire à la personne qui crée le jeu. Il me dit qu'il y a une armure, mais comment moi je fais pour vérifier qu'il y a exactement une armure? Je n'ai pas de moyens. Or, si on attache cette armure à un NFT, on est donc sûr qu'on peut compter le nombre d'armures qui représentent le même type d'NFT. Et alors, si moi j'ai ce NFT dans mon portefeuille, je suis le propriétaire de cette armure. Et dès que je ne l'ai plus, je peux passer à quelqu'un d'autre qui va derrière être le propriétaire du NFT également. Il y a même des chaussures Nike qui se vendent déjà, des Nike Adidas qui se vendent et quand ça arrive, tu vois un QR code derrière. Et quand tu scannes le QR code, tu es le propriétaire de la chaussure parce que tu auras le NFT dans ton portefeuille, par exemple. Ça fait que même si quelqu'un te vole la chaussure, en réalité, il ne peut pas être le propriétaire parce que derrière toi, tu détiens encore le NFT. Donc, voilà par exemple des applications qu'on a. Dans le monde des jeux vidéo, c'est beaucoup utilisé
Quand on te dit que tu es propriétaire terrien d'un espace sur Decentraland, par exemple, cet espace-là, qu'est-ce qui garantit que tu es réellement le propriétaire et que tu es l'unique propriétaire? On peut justement attacher cette parcelle de terrain à, à un NFT. Et dès que tu as la parcelle de terrain, tu as le NFT. C'est la seule façon de vérifier que tu as l'unicité. Aujourd'hui, c'est la seule façon de clairement garantir cette unicité dans l'économie de la blockchain, par exemple, en fait. Donc, si on est fou, on peut clairement prendre cet épisode et puis le transformer en NFT et donner, je sais pas, des spécificités, par exemple, aux acquéreurs des différents tokens de ce NFT, je sais pas, Bien sûr, 50% de réduction on sur peut mettre un peu la de tout en consommation. NFT. Tout va dépendre maintenant de ce qu'on veut faire avec le NFT et de commerce en fait, qu'est-ce qu'on veut concrètement. Ben, C'est plus pensé. prenons le cas de cet épisode. On donne, pour donner, en tout cas, pour permettre aux gens de suffisamment. Quelqu'un qui achète, on va en parler tout à l'heure de comment est-ce qu'on achète un NFT, mais quelqu'un qui fait tout le parcours. Pas besoin d'aller sur des trucs qui coûtent hyper cher, juste pour comprendre comment ça fonctionne, parce que pour moi, c'est une révolution. C'est l'or brut de demain. Le fait de faire tout ce parcours, ça va permettre en fait de comprendre globalement comment ça fonctionne et forcément, chacun pourra creuser lui-même davantage, mais en ayant déjà fait ce premier pas-là. Si on reste juste au niveau des explications ou des vidéos ou des audios, c'est pas pareil que lorsque tu vas concrètement faire le truc. Donc, on pourrait, là, j'improvise, hein, on pourrait le faire au pif. OK, on, on launch cet épisode sous forme de NFT et on donne certains avantages à des personnes qui vont acquérir ce NFT, notamment le programme d'accompagnement qui vous permet, je sais pas, de comprendre globalement cet écosystème à un prix préférentiel. Pourquoi pas un petit déjeuner à 3 sur quelque part, soit à Douala, soit à Cotonou, ça va dépendre de comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Là, j'improvise vraiment quoi, pour donner suffisamment aux gens les éléments pour leur permettre de rentrer de plein pied. Il est important qu'on rentre de plein pied aujourd'hui dans cet écosystème-là avant que les autres de l'extérieur ne viennent nous imposer ça chez nous avec leurs conditions à eux, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Et je vais donner une application réelle des NFT. On va mijoter ça en coulisses avec Elvis et puis on va republier un truc sur les réseaux. Ok, ok, ok. Ok, cool. Bah, Ok. tu lui as donné une autre application. Oui, une autre application des NFT. Prenons par exemple aujourd'hui un cas très concret qui pourrait faire en sorte même que on résolve définitivement certains problèmes de terrain sur le continent africain. Prenons un terrain qui est titré. Les terrains titrés, normalement, le titre foncier est délivré par un organisme bien connu, bien centralisé, normalement. Mhm, Et toute transaction d'une parcelle dans ce titre se fait également par devant un organisme bien centralisé, bien connu. OK? Mais mhm, aujourd'hui, on a clairement le problème de double vente du terrain. On observe ça toujours parce que si on va dans nos tribunaux aujourd'hui, ça fait partie des problèmes récurrents où il y a toujours des plaintes, où il y a toujours ouais. des cas qu'on est en train de juger. Mais ce problème aurait été résolu si on mettait ça, si on émettait le cadastre, le service du cadastre sous forme de NFT. Donc, le propriétaire du terrain, on va lui donner un NFT et à chaque fois qu'il y a vente de terrain, on va transférer le NFT. C'est pas lui qui transfère le NFT. Parce que si on lui permet à lui de De transférer faire le NFT, automatiquement. ce serait assez facile. Il pourrait donner aujourd'hui à tel, donner demain à tel et revenir encore. Donc, ce serait pas intéressant. Donc, en fait, que c'est l'organisme, lors de l'achat, lors de l'achat du terrain, ou bien lors de la vente du terrain, il y a transfert du NFT qui s'associe. Donc, clairement, quelqu'un ne pourrait pas venir te dire, OK, je suis le propriétaire de ce terrain. Ça n'aurait pas de sens. Il faudrait qu'il ait en sa possession le NFT. S'il Mhm, n'a pas le NFT, il ne peut même pas parler avec toi. Mais celui qui a le NFT pourrait clairement parler avec toi. Donc, le NFT peut être utilisé dans ce cas parce qu'un terrain est unique et un titre foncier est également unique. Si ce sont des trucs qui ne sont pas uniques, bon, le NFT, ça ne sert pas à grand chose. Mais si ce sont des mhm. éléments qui sont uniques, c'est clairement une des spécificités et l'une des raisons pour lesquelles les NFT ont été créés. Cette unicité sur la blockchain. Et voilà un cas d'utilisation comme bien d'autres encore qu'il peut avoir. Les cartes de fidélité.
qu'on émet les cartes fidélité avec magnétique là, qui se Mhm. perdent même, bien qui se détruisent, qu'on oublie par-ci par-là. Ça peut être mis sous forme de NFT. Et tu arrives dans un supermarché, tu scannes juste un QR code et on voit que oui, tu as le NFT numéro tant, en fait. Et tu as donc droit à cette carte de fidélité. Il y a d'autres types de NFT qui ont été déjà proposés récemment avec l'évolution technologique. Vitalis Buterin il a proposé les SBT, les Soul Bound Token, qui est un autre type de NFT qui n'est pas transférable. Et on peut donc utiliser ce type de NFT pour bien d'autres applications telles que les cartes de fidélité, telles que les diplômes, par exemple. Quand j'émets un diplôme à quelqu'un, la personne n'a pas intérêt à transférer son diplôme. Or, le Mhm. NFT, normalement, il peut être transféré, il est transférable. Donc, mais avec le SBT, qui est un autre type de NFT qui n'est pas encore développé, mais qui va arriver d'ici la fin d'année ou bien de l'année prochaine, ça peut être utilisé dans des systèmes, dans des institutions ou bien dans des organismes centralisés ou bien dans des organismes qui émettent des choses où seuls eux peuvent encore avoir le pouvoir de retirer cela. Quand on voit peut-être une adhésion au barreau, dans un barreau, par exemple, on peut t'émettre un SBT. Dès que tu as un SBT, tu fais partie du barreau. Pour te retirer du barreau, on va simplement te ôter le NFT. L'organisme qui émet peut simplement t'ôter le NFT. Donc, voilà des cas d'utilisation et il y en a bien d'autres encore. Vous Bien allez d'autres. tuer le business des gens du marché central là, avec tous les diplômes que les gars créent. Exactement, ça va tuer ce genre de système, ça va tuer les gens de Bonas qui créent les diplômes. Quand tu entres là-bas, tu n'as pas de diplôme et tu reçois avec la licence. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Trouve. Yes. Euh, Elvis, dis-moi, comment est-ce que on achète un NFT aujourd'hui? Comment est-ce que ma grand-mère, vraiment avec les thèmes les plus simples possibles, peut aujourd'hui acheter une œuvre d'art, acheter en tout cas une entité sous forme de NFT avec sa connaissance de newbie vraiment à zéro de tout ce qui concerne cet écosystème. OK. Donc, les NFT, c'est comme d'autres crypto-monnaies, hein. C'est comme d'autres tokens. Donc, du coup, pour d'autres tokens, on peut acheter de particulier en particulier. C'est-à-dire quoi? Je te vois, tu as quelque chose dans ton portefeuille, je veux bien, et je te donne de l'argent peut-être physique et tu me transfères cela. Parce qu'un Donc, NFT, dans mon portefeuille Ejara, disclaimer, Ejara est sponsor de l'émission. Donc, dans mon portefeuille Ejara, lorsque je possède des bitcoins, on peut se transférer ça de personne à personne, toujours de ok. façon décentralisée. Déjà, il faudrait le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin encore aujourd'hui, il y a très peu de NFT, bien qu'il y en a déjà, hein, mais il y a très peu de NFT qui sont sur la blockchain du Bitcoin. Mais si tu as un portefeuille qui supporte une blockchain, parce qu'il y a plusieurs blockchains, il y a la blockchain du Bitcoin, la blockchain de l'Ethereum, la blockchain pour une autre crypto-monnaie telle que le BNB, la blockchain du Tezos, Tezos, ainsi de suite. Donc, du coup, un NFT va être au-dessus d'une blockchain en particulier. Donc, si ton portefeuille supporte cette blockchain-là, alors la personne peut te faire le transfert dans ton portefeuille. Mais si tu as un portefeuille Bitcoin, je ne peux pas te faire le transfert d'un NFT avec une adresse qui n'est pas une adresse Tezos, alors que ton adresse est Bitcoin. Donc, ça ne va pas passer, en fait. L'adresse, ce mhm. n'est pas le même réseau. OK? Donc, il faudrait d'ailleurs avoir un portefeuille numérique, donc un portefeuille qui va permettre de supporter déjà le NFT. Et je ne sais pas si Ediara supporte déjà le NFT. Si quand tu es dans Ediara, tu peux voir les NFT. Mais clairement, avec ton compte Tezos que tu as créé sur le portefeuille Ediara, tu peux avoir les NFT à l'intérieur. Même si ça ne s'affiche pas dans Ediara, ça peut être visible sur la blockchain. Donc, tu peux simplement donner cette adresse-là parce que quand tu crées Mhm. un portefeuille, tu auras une adresse un peu comme un numéro de compte bancaire. Tu vas donner ce numéro de compte bancaire, cette adresse-là à la personne qui va t'envoyer le NFT et la personne va faire simplement un transfert et tu vas avoir cela dans ton adresse. Ça, c'est la première façon pour acheter les NFT. La deuxième façon Effectivement. d'acheter les NFT, c'est de... Avant que tu entames la deuxième façon, je montre Oui, déjà aux gens, en tout cas principalement ceux qui sont en Afrique, parce que ceux qui sont en Occident, généralement, ils ont facilement accès à l'achat de ces indices fractionnés avec leur carte de crédit ou leur compte bancaire.
Mais comme chez nous, on a plus de, je crois, au moins 90% qui est non bancarisé, probablement plus que ça, vous avez la possibilité, avec le mobile money et Jara, justement, d'accéder à cela. Et c'est déjà la première étape. Vous avez une adresse et en plus de cela, vous pouvez recharger cette adresse crypto-là, et ensuite pouvoir procéder à l'échange avec quelqu'un, en tout cas acheter, en tout cas faire des achats, reventes, quoi. Donc, Ejara, qui est la plateforme numéro un, vous permet justement, pour ceux qui sont en Afrique, de pouvoir rentrer au moins dans l'écosystème. Maintenant, il y aura d'autres épisodes qu'on va traiter avec Elvis, où on va vous donner des éléments. En tout cas, lorsqu'on va parler, par exemple, de trading crypto ou alors on va parler même de Sango Coin. Ça, c'est un point. On va faire un épisode spécial juste Sango Coin. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment est-ce que vous, à partir des Jara, vous pouvez vous ramifier à d'autres plateformes pour pouvoir faire d'autres actions spécifiques, quoi. Donc, c'était pour la petite parenthèse, pour ceux qui se demandent, OK, moi, j'ai pas de compte bancaire, comment je fais? Avec ton mobile money, c'est possible, sur Jara, de pouvoir accéder à cet Ok, écosystème-là. super, Donc, cool. tu peux continuer sur le deuxième point. Ça, c'était pour la première façon. La deuxième façon, c'est il y a un marché. Il y a un marché dans lequel on achète et on vend les NFT. C'est ce qu'on appelle donc une marketplace, un peu comme les plateformes centralisées comme Binance, par exemple. Même dans Binance, on peut acheter les NFT dans Binance. Mais il y a des plateformes qui sont reconnues pour l'achat et la vente des NFT. Sur la blockchain Ethereum et Polygon, on a OpenSea. Vous allez vous connecter, vous allez sur OpenSea et vous allez donc voir la liste des différentes œuvres qui sont présentement en train d'être vendues. Il y en a une tonne, vous allez voir beaucoup, il y en a plein. Et là, vous allez simplement vous connecter avec votre portefeuille, sélectionner ce qui vous intéresse et vous allez donc placer un ordre d'achat. Vous allez placer ce qu'on appelle un Mais bid. justement, c'est quel type de portefeuille? Si on part du principe que, bon, des portefeuilles pour l'instant, OK. comme Ejara, vraiment, sauf erreur de ma part, hein, parce que je suis pas sûr. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Je ne suis pas convaincu que c'est possible avec le portefeuille Ejara, mais je sais que c'est dans les coulisses et ce n'est pas encore le cas. Mais quel type de Non, je portefeuille permet ne, d'accéder Non, je pense pas qu'avec le portefeuille Ejara, c'est déjà possible parce que les plateformes avec lesquelles on va interagir pour acheter ces œuvres-là, c'est ce qu'on va appeler des DApp. Des DApp, ce sont des Decentralized Applications, donc les applications décentralisées. Pourquoi on les appelle des applications décentralisées? Ce sont des applications qui vont interagir avec la blockchain. Et comme la blockchain est c'est donc plugué directement dans le Web 3, quoi. C'est l'accès un peu comme un tunnel pour entrer dans le Web 3, en fait. voilà. Donc, ce sont des applications qui vont communiquer directement avec la blockchain. C'est pour ça qu'on les appelle donc des DApp. Donc, pour se connecter à un DApp, vous avez besoin uniquement de votre portefeuille. Vous n'avez pas besoin de renseigner une adresse email, mot de passe, non. La seule chose dont vous avez besoin pour vous connecter, c'est votre portefeuille. Et donc, si c'est sur un téléphone, vous aurez besoin d'un portefeuille qui supporte le DApp. Donc, il y a un onglet pour naviguer dans les applications décentralisées. Et il y a donc Trust Wallet qui est beaucoup utilisé sur téléphone. Et il y a également des portefeuilles comme SafePal qui permettent de le faire. Mais si vous êtes MetaMask. sur navigateur, ou sur navigateur comme Google Chrome sur votre ordinateur, vous pouvez installer une extension, un portefeuille dans votre navigateur. C'est ce qu'on appelle une extension. Et l'une des extensions les plus utilisées, c'est MetaMask. Vous allez installer MetaMask dans votre navigateur, vous connectez dans MetaMask avec votre précieux Sésame. Et quand on parle de précieux Sésame dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est votre clé mnémotique, votre phrase mnémotique, qui a une série de 12 mots, ou bien 24 mots, ou 15 mots, ça dépend de la blockchain, qui représente votre clé privée. Et cette clé privée-là ne doit pas être divulguée pour quelconque raison à qui que ce soit. Donc, c'est comme votre coffre-fort. Vous n'allez pas donner cela, vous ne donnez cela à personne. Donc, une fois que vous êtes connecté avec votre portefeuille, MetaMask, c'est possible de l'utiliser sur mobile aussi, non? C'est une application. Pour oui, ceux qui MetaMask, c'est sont aussi intéressants. possible de l'utiliser sur mobile. Juste que bon, c'est sera un peu fastidieux pour les personnes qui. Il a également le DApp. Dans MetaMask, il y a également le DApp. Mais bon, c'est pas trop user-friendly d'une certaine façon. C'est pour ça que les personnes Ok. sur téléphone préfèrent
soit SafePal, Extension. soit Trustwallet. Voilà les Trustwallet. deux qui sont les plus utilisés sur téléphone. Ok. Yes. Donc, une fois que vous avez donc fait cela, vous allez taper le lien soit OpenSea.com ou bien si vous voulez acheter sur la blockchain de la Binance Smart Chain, vous allez voir les plateformes comme NFT ou bien vous pouvez voir les plateformes comme Rarible, par exemple, où vous pouvez acheter, vous allez donc connecter votre portefeuille en cliquant simplement sur le bouton et approuver. Vous allez voir justement la liste des NFT, des œuvres qui sont déjà en vente. Ce sont généralement les images pour le moment. Ça, c'est ce qui est déjà visible. Vous pouvez simplement cliquer et acheter. Et même dans cette plateforme-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité de créer également un NFT. Vous allez, Ah, il y a des, il y a des, ça devait être justement ma prochaine question. Donc, si chacun peut acheter des NFT, ça veut dire n'importe qui peut également en créer, en vendre sur ces plateformes que tu as citées oui, oui, précédemment. Si c'est oui, le cas, comment est-ce que ça se fait? oui, c'est un peu comme un token. Les tokens aujourd'hui, Mhm. tout le monde peut créer. Comme nous sommes en train de parler là, nous pouvons créer un token. Donc, le plus difficile Mhm. n'est pas de créer un token, c'est de le vendre. C'est de faire en sorte qu'il y ait une Ouais. communauté de Trouver personnes des qui acquéreurs, l'acceptent. ouais. C'est ça. D'où la Donc, communauté. créer un NFT, c'est aussi simple que ça. Vous allez sur le site OpenSea ou bien Rarible ou bien NFT, bien, bref, une marketplace et vous allez avoir un bouton, un onglet quelque part pour créer. Et quand vous allez créer, vous allez renseigner quelques informations, le nom, une description, quelle est l'image ou bien le média que vous voulez mettre sous forme de NFT. Ça peut être une photo, vidéo, PDF, ainsi de suite. Vous allez donc uploader cela et cliquez simplement sur valider et après vous allez pouvoir mettre en vente. Et quand vous allez mettre en vente, voilà, les personnes qui vont arriver sur le site vont peut-être voir cela. Il ne faudrait pas oublier qu'on est sur une marketplace. On est sur une plateforme comme Amazon. Mais Mhm. quand c'est pas parce que vous avez mis un produit sur Amazon que ça sera immédiatement acheté. Non, pas du tout. Vous pouvez mettre un produit sur Amazon et c'est même pas visible. On arrive, on regarde dans les 100, les 10 premières pages, 20 premières pages, c'est même pas visible en fait. Donc, mais voilà, vous pouvez maintenant développer une communauté derrière vos NFT et faire en sorte que les gens aient besoin de l'acheter. C'est un projet concrètement, c'est un projet correct qui doit se faire normalement. Et les NFT aujourd'hui ont beaucoup de mal à être acceptés, à être du mal à être achetés, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques. Donc du coup, pour acheter les œuvres NFT aujourd'hui, il faudrait beaucoup d'efforts. Il faudrait une communauté solide, il faudrait marketing, il faudrait que le NFT ait une réelle utilité, que ça serve réellement à quelque chose. Et c'est pour ça que les artistes capitalisent là-dessus. On a vu récemment un artiste qui a vendu presque 10 de ses œuvres, de ses collections d'images comme ça, il les a vendues très très cher. Quand Snoop Dogg fait un placement de vente de NFT, ça s'arrache très vite. Si les gens comme les Eminem ou bien les grands rappeurs, les grands artistes là, s'ils font les trucs sous forme de NFT, ça se vend très vite. Regardons par exemple NBA Top Shot. NBA Top Shot, c'est quoi? C'est tout simplement des instants particuliers dans un jeu de basket. On va prendre cet instant-là, ça peut être 5 secondes. Par exemple, un dunk de qui? De Kobe Bryant, qui a fait un dunk. Mhm. On prend ça 5 secondes sous forme de ralenti, ou bien 10 secondes sous forme de ralenti, et on vend sous forme de NFT. Ça se vend très bien, ça s'achète très bien. Très bien. Yes. Il y a plein justement, pour faire la promo, j'ai l'impression que ça se passe plus sur du Twitter et des Oui, trucs qui ressemblent à ça. C'est quoi, de Reddit, c'est ça? Twitter, Reddit sont les Comment médias. est-ce qu'on peut davantage creuser le sujet pour s'informer sur ça? Qui est-ce qu'il faut suivre sur Twitter? Sur Twitter, vous allez déjà voir des personnes. Si vous voyez par exemple des plateformes comme OpenSea, OpenSea a également des comptes Twitter et ils vont généralement poster des œuvres de ces artistes-là, de certains artistes. Et Mhm. quand ils vont poster l'œuvre d'un artiste, vous pouvez maintenant suivre l'artiste derrière qui aura peut-être sa page Twitter ou bien sa communauté qu'il est en train de créer sur Reddit ou bien sur Discord. Voilà, généralement, les médias qui sont les plus utilisés pour les NFT, Discord, Ouais. Twitter, Reddit. Voilà où les communautés se créent majoritairement. Donc, Yes. il y a beaucoup de projets NFT, beaucoup tellement. Vous pouvez Donc la donc, base, c'est d'aller déjà sur les grosses plateformes et de oui, voir les œuvres et qui voir les produisent. Donc du communautés qui supportent. OpenSea.
Super Rare, Foundation, Rarible, Object, FX et d'autres, quoi. Oui, oui. Vous allez là-bas, Mhm. déjà, vous pouvez déjà commencer à suivre, voir ce qui se dit, comment est-ce que les artistes interagissent là-bas, et voilà, donc vous pouvez avoir une idée. Yes, excellent. On est presque à la fin de ce premier épisode. Il y a encore quelques petites questions là que je voulais qu'on essaye de voir au niveau des NFT, des grandes familles de NFT, pour montrer un petit peu aux gens. Tu peux un peu nous édifier dessus. Je sais qu'on parle souvent, ce qu'on utilise en photo de profil, là, les PFP, les crypto art qui sont des œuvres d'artistes du monde digital, les NFT Oui, photo, l'art génératif même, hein, qui est plus genre une œuvre entièrement créée par une intelligence artificielle. Donc, c'est pas toi-même qui crée, quoi. Justement, c'est de ça que oui, je parlais en début d'émission avec les JPEG de singes, de gorilles, là, quoi. oui, c'est généralement c'est ça. C'est quand on est sur des CryptoPunk, par exemple, ça c'est là généré automatiquement. C'est pas facile de créer une collection de 10 000 de 10 000 images. C'est pas facile. Différentes en plus. Oui, Différentes. Il y a toutes aucune. différentes. Elles sont toutes uniques, hein. Elles sont Ont toutes toujours une différentes, elles petite sont toutes uniques. spécificité, ouais. Oui, c'est pas facile. On va donc on va donc on va donc utiliser des logiciels. Moi-même j'écris ces programmes-là en Python. Ça va Mhm. prendre des différentes parcelles, des différentes parties. On va créer ce qu'on appelle des euh, des assets. J'ai l'impression que c'est généralement en Python à chaque fois, hein. On va C'est comme si c'est le. Non, on pourrait le faire en d'autres langages. C'est juste qu'avec Python, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Mhm. Je peux le faire Ok. en PHP, je peux le faire en C. Donc, c'est pas un langage spécifique, en fait. Le tout, c'est juste Bon, de comprendre la j'ai ma logique. mère qui écoute souvent le podcast, c'est maman, donc Python, c'est pas le serpent, hein, c'est un langage de programmation comme HTML. On sait jamais. Donc, supposons, moi, je vais te prendre un simple exemple. Je ne sais pas si tu connais Monsieur Patate. Monsieur Patate, c'est quelqu'un qui il faisait des figurines. Et pour Mhm. faire ces figurines, il ne réfléchissait pas trop. On avait peut-être une collection de 10 têtes, 10 mains, 20 10 corps, 10 pieds. Donc, ce qui fait, il prend Mhm. une tête ici, une main, un corps, un pied. Une tête, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que dans Yes. 10 10 10 si on fait ces combinaisons-là, ça donne beaucoup de combinaisons possibles. Mhm. Voilà. Donc, on va prendre cela de façon aléatoire comme ça et on va générer des images de façon algorithmique et voilà, à la fin, tu auras une bonne quantité. Donc, il y a plusieurs types de NFT, bien évidemment. Il y a les collectibles. Dans les collectibles, ce sont des types de NFT qui sont destinés à la collection. Ça peut être parfois des trading cards, donc des cartes de trading, ou bien des gift cards, par exemple. Mhm. Ou bien, quand vous êtes dans un jeu, il y a des objets qui sont collectionnables. Vous pouvez peut-être collectionner un ballon dans un jeu, vous pouvez collectionner une épée dans un jeu, par exemple. Ça, c'est la première catégorie. Et après avoir collecté cela, vous pouvez revendre cela au marché à d'autres personnes qui en voudront. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les œuvres d'art proprement dit, où il y a des artistes qui vont mettre leur œuvre, leur savoir-faire, leurs connaissances sous forme numérique. Et ils vont donc vendre cela. Et ça ouvre une grosse possibilité de marché pour les artistes aujourd'hui. Qu'un artiste avant, il fait son œuvre d'art, il va exposer peut-être dans une galerie quelque part, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent par là. Or, aujourd'hui, il a la possibilité d'exposer son œuvre à la toile du monde entier de façon globale. Et si Mhm. c'est quelque chose de qualité, ben, clairement, il pourrait s'arracher une fortune avec cela. Donc, ça a été les premières choses qui ont beaucoup performé. On a maintenant les NFT pour les événements, comme par exemple Snoop Dogg qui organise son événement dans le metaverse, par exemple. Mhm. Il va émettre les tickets et ces tickets-là sont sous forme de NFT, par exemple. Il y a les musiques, la musique et les médias. Je peux créer mon contenu artiste musical, je mets ça sous forme de NFT. Et à chaque fois qu'il y a distribution, je mets cela à disposition sur les plateformes de distribution décentralisées. Il y en a. Il y a les plateformes décentralisées, il y a les YouTube décentralisés. Theta, par exemple, Theta.tv, c'est un YouTube décentralisé. Les personnes qui vont fournir le Ah, contenu ça, je là-bas savais pas. sont des personnes qui vont, oui, il y en a, YouTube décentralisé.
Du Le coup, il y Canada- a pas les sanctions de YouTube, là, il y a pas les Non, il y a pas ça. Il y a pas ça en plus. Donc, il y a presque des systèmes décentralisés à presque, il y a des versions décentralisées de presque tous les systèmes centralisés aujourd'hui. Il y a les Facebook décentralisés, hein. Il y a les Google décentralisés. Il y a les YouTube décentralisés. On est en train d'essayer de construire un nouveau web sur la blockchain en mettant en avant cette décentralisation-là. Donc, ça, c'était pour le quatrième type qui est dans la musique. Il y a d'autres types de Mhm, NFT qui sont maintenant pour le gaming. Quand on est dans un mhm, jeu, on va créer des assets, que ce soit des parcelles de terrain, soit des éléments qui vont faire partie du jeu. C'est un autre type de NFT. Un autre type de NFT maintenant, c'est pour les moments de sport, les big NFT dans les moments de sport. Et on voit ça justement avec le NBA Top Shot. Top Shot, comme j'ai dit tantôt. On peut le faire mhm. également avec le foot. Vous avez vu récemment, Binance a fait un partenariat, a signé un partenariat avec Cristiano Ronaldo. Et ça peut se faire. Quand on voit, par exemple, du côté du Qatar, la Coupe du Monde qui est en train d'arriver, il y a beaucoup d'organismes de blockchain qui ont signé des partenariats avec la FIFA. Donc, il peut avoir justement, à un moment donné, on va collectionner ces objets, ces instants particuliers du foot là, et les mettre sous Mmh. forme de NFT. Ça peut s'appliquer à Il y a plusieurs. un gros il y a un gros qui le fait déjà, Sorare qui a levé plus de 600 millions de Voilà, de de dollars voilà. pour Non, ça. Il y a plus de 5 milliards de cartes. Je crois que c'est un jeu et en même temps de collection de cartes comme ça de footballeurs, de super footballeurs. voilà. Il y a ça, il y a les virtual fashion, donc la mode virtuelle. La mode Mmh. virtuelle, ce sont des trucs de mode d'art et qui sont achetés généralement dans les métaverses. Une chaussure Ouais. virtuelle, par exemple, un habit virtuel. Ouais, mais Euh, ça m'a choqué, hein. Moi, j'ai vu des posts là, on disait tu avais des sacs Chanel qui coûtaient 10 fois plus cher que le vrai sac dans la vraie vie, quoi. oui, Ça va trop effectivement, loin. il y en avait, il y en a. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent. Il y a maintenant le real world asset, dans les assets du monde réel qui sont mis parfois Mmh. sous forme de NFT. On va par exemple parler des noms de domaine. Il y a parfois, je veux peut-être mettre tokeniser une maison. Je peux mettre ça sous forme de NFT, par exemple. Donc, ça, c'est la tokenisation des objets réels. Il y a maintenant une autre catégorie où on va retrouver Les noms de beaucoup. domaine, tu as dit? Les noms de domaine, genre, www.débrouillard.io, Oui, ça, oui, je le déconne. il y en a. Ah Il y ouais, a les noms, il y a les noms de domaine sous forme de NFT. Je peux créer mon nom de domaine elvis.ethereum.eth. Et ça fonctionne OK. sur ce qu'on appelle ENS. Donc, au lieu des DNS, on aura les ENS. Donc, ils seront les Ethereum Name Service. Donc, c'est un nom de service qui n'est pas géré par un organisme central comme l'ICANN qui gère aujourd'hui les noms de domaine. Donc, c'est Mmh. géré par un organisme décentralisé. Et il y en a, Yes. il y en a, et il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup. Ça a même explosé ces derniers temps, en fait. Donc, il y a Bah, maintenant l'un des domaines où on va retrouver le plus grand nombre de NFT. C'est maintenant le NFT pour s'amuser, le NFT de mème, simplement pour blaguer. Mmh. Et on a vu les Beeple, je pense bien, c'est Dogecoin. des NFT. Il y a les Beeple, il y a également un NFT de Le euh, Dogecoin aussi, non? Je crois. oui, de Doge, oui, mais il y a un NFT de Trump, de Donald Trump quand il a perdu le pouvoir, quand il a perdu les élections. Il y avait un gros corps de Donald Trump là-bas avec tout le monde qui venait écrire des trucs sur lui, les losers avec le rouge à lèvres, les gens qui passaient, qui ne les regardaient même pas. Ce NFT-là s'est vendu super cher aussi, en fait. C'est Et les ouf. gens, C'est en fait, c'est du grand n'importe quoi ce monde. Il y a tous les extrêmes possibles, quoi. Et les gens qui achètent ça, ils n'achètent pas parce que ils veulent utiliser quelque part. Ces gens, les NFT, par exemple, n'ont pas d'utilité spécifique. C'est simplement là pour blaguer. Ouais, mais les Et valorisations sont effrayantes, des fois. oui, les valorisations sont effrayantes, c'est vrai, mais c'est pas une valorisation qui est liée à sa valeur intrinsèque. C'est lié beaucoup plus à l'amusement, un peu comme le Dogecoin. Tu vas pas me dire que le Dogecoin aujourd'hui a une valeur, parce qu'elle a une valeur propre intrinsèque. Non. Ça a une valeur simplement de blague, où en fait, les gens qui veulent s'amuser, les gens qui veulent créer une communauté où on est fou, où on fait tout et n'importe quoi. Oui, ces personnes-là vont valoriser ce genre de NFT aussi comme ce genre de token, en fait.
Et ces genres de NFT, ou bien de tokens même de façon globale, ça fait partie d'une grande quantité, d'une grande majorité même des tokens qui existent. Un peu comme les NFT, il y a la même chose aussi avec les tokens. Yes. Donc, voilà grosso modo les domaines, hein. Et maintenant, on peut appliquer des NFT à des projets réels. On peut dire, OK, on veut mettre un NFT pour tokeniser l'immobilier, comme on a vu, par exemple, certains immeubles qui ont été tokenisés sur la blockchain de Cardano, où on a émis les certificats de tokenisation sous forme de NFT. Ça, ce sont des choses qui existent déjà. Yes. C'est un sujet tellement passionnant, difficile de traiter en moins d'une heure de temps, mais bon, heureusement, on a une série comme ça de plusieurs épisodes qu'on va pousser. À chaque fois, on va vous tenir informés dessus. On va mettre aussi en lien de description parce qu'on va le faire, hein, on va vraiment le faire. C'était pas une blague. On va créer un NFT pour cet épisode avec des bonus dédiés qu'on va vous communiquer en description d'épisode. Pour finir, Elvis, je te laisse un petit peu expliquer en quoi consiste ce programme qu'on va mettre à la disposition des gens pour leur permettre de creuser davantage ce sujet. C'est vraiment l'avenir de demain et euh, tout le monde peut y accéder. Là, il n'y a plus de tu as bac plus 5, non, on s'en fout de ton niveau, ta classe sociale. Dès lors que tu t'intéresses au sujet, tu as la possibilité de toi-même faire ton petit trou. Donc, je te laisse un petit peu donner ce qu'on peut retrouver dans ce programme-là et les détails en tout cas afférents à cela, quoi. OK, déjà, tu parles du programme de ma formation ou bien tu parles de... Effectivement. Ah, Parce qu'il y d'accord. a les conférences en physique, mais il y a le programme de formation. Bon, disons, tu peux faire un tour global sur tous ces points-là. Pour ceux qui veulent en tout cas creuser le sujet, en tout cas, tout ce qu'il y a autour de l'écosystème DeFi, blockchain, crypto-monnaie et, euh, et NFT, quoi. Super. Elvis, c'est d'abord une personne qui pense que la connaissance n'est pas forcément payante. Parce que moi, j'ai reçu gratuitement et du coup, je donne la majorité de mes contenus ou bien même la quasi-totalité des contenus que vous allez retrouver dans mes formations. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Elvis Kondo. Je suis totalement transparent On va là-dessus. mettre le lien en description, la Ouais, chaîne YouTube où il y a plein je ne suis pas une personne qui garde certains éléments pour donner uniquement dans les formations. Parce que moi, j'ai appris presque tout gratuitement dans l'écosystème crypto. Donc, pour quelqu'un qui a du temps, et je le rappelle encore, même à ceux qui prennent la formation, pour quelqu'un qui a du temps, il peut aller sur ma chaîne. Et il va donc avoir la possibilité de décoller dans cet écosystème, de comprendre comment ça se passe, de comprendre ce qui se cache derrière une blockchain, quel est l'écosystème qu'il y a et comment est-ce que vous pouvez vous-même derrière tirer votre épingle de ce jeu, de cette révolution technologique en fait. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le temps, parce qu'il y a également beaucoup de vidéos sur la chaîne et parfois c'est tellement dispersé, et c'est pas condensé, c'est pas bien ordonné, bien évidemment. Donc du coup, il y a une formation qui est déjà sur la chaîne, sur le site formation.elviscondio.com où vous allez justement avoir un condensé de presque 64 vidéos qui va durer environ près de 24 heures de formation pour vous expliquer pas à pas qu'est-ce que la blockchain, pourquoi ça a été créé, les fondamentaux, quels sont les types de crypto-monnaies qu'il y a, à quel niveau de l'écosystème la crypto-monnaie que tu as se situe, on a besoin de ta crypto-monnaie pour faire quoi? Comment on fait une analyse précise, minutieuse pour choisir une crypto-monnaie? Comment la finance décentralisée fonctionne? Quels sont les pièges? Quels sont les éléments à regarder? Quelles sont les arnaques qu'il y a dans l'écosystème et comment tu peux faire pour les éviter? Quelles sont les stratégies que tu peux également implémenter? Je vais te parler d'environ 6 à 7 stratégies que tu peux utiliser toi-même pour essayer de développer et bâtir ta propre stratégie pour grandir dans cet écosystème. Je vais te montrer comment, moi, à un moment donné, je pourrais investir 1000 dollars, par exemple. Quelle est la stratégie que j'applique pour les portefeuilles qui sont petits, les portefeuilles qui sont grands, par exemple. Les NFT, comment ça fonctionne, comment on les achète, comment est-ce qu'on peut justement dénicher quelques pépites également sur les NFT, quelles sont les plateformes où vous pouvez encore aller maintenant et qui sont encore ouvertes. On en parle dans la formation. Donc voilà, grosso modo, le contenu de la formation. Il y aura plusieurs packs. Il y aura un pack pour quelqu'un qui veut simplement prendre la formation en vidéo.
Yompact, maintenant, pour quelqu'un qui veut prendre de la formation en vidéo et en plus, il veut l'accompagnement, il y a maintenant un club d'investisseurs que je suis en train de créer pour des personnes qui ont un peu plus de revenus et qui vont maintenant bénéficier d'un autre avantage avec un type d'NFT qu'on va leur donner pour participer à certaines actions dans notre écosystème qu'on est en train de créer avec des mises à jour régulières, avec certaines choses qui seront vraiment réservées uniquement aux personnes de ce club. Donc voilà, grosso modo, le contenu des différentes formations que j'offre. Et très prochainement, je vais ouvrir des formations pour les développeurs parce qu'il est hors de question que là, une technologie comme celle-ci, où moi-même aujourd'hui, je veux travailler avec des personnes, mais je n'en trouve pas. C'est malheureux. J'ai mes propres projets, mais je ne trouve pas des personnes sur le continent avec qui je dois travailler. Donc, j'ai décidé d'accompagner moi-même des personnes pour les apprendre à développer sur la blockchain pour qu'on puisse ensemble avoir une équipe avec laquelle on peut travailler sur nos propres projets et nos propres idées. Voilà un peu le contenu des types de formations que j'offre et qui vont arriver, certains qui vont arriver très très bientôt. Yes, merci beaucoup pour ce partage, Elvis. Je suis Merci à toi, obligé de Guy. préciser ça à chaque fois. Ce contenu est uniquement destiné à des fins d'information et aucun contenu ne doit être considéré comme un conseil financier. Nous vous recommandons vivement de prendre le temps de faire les recherches nécessaires avant tout investissement. Sachez que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. C'est hyper important. Nous ne sommes pas des conseillers. On vous raconte ce que nous, on a comme expérience. On vous donne les éléments qu'on pense être pertinents et nécessaires pour pouvoir analyser de fond en comble chaque projet. Et à la fin, vous avez le libre arbitre sur ce que vous faites lors de vos investissements. Voilà, c'était important de faire ce disclaimer. Tu ne vas pas me dire le contraire, Elvis. Ouais, c'est très très important ce disclaimer. Parfait. Je crois que pour ce premier épisode, on a fait le tour. Pour le prochain, moi, j'ai déjà la thématique. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu moi, je veux pas rentrer, j'aime pas les polémiques. Ça sert à rien de faire des polémiques, tu vois. Mais je trouve que ça reste intéressant et important de parler de ce projet de Sango Coin avec tout ce que ça peut avoir comme dérive, comme avantage, mais au moins qu'il y ait une initiative qui soit lancée. Je trouve que c'est intéressant d'en parler, que ça se fasse, que ça aille jusqu'au bout ou pas. Euh, je pense que ça peut donner comme ça une impulsion à d'autres acteurs de d'autres pays sur le continent de pouvoir lancer ce type de projet-là, mais en apprenant peut-être des erreurs des autres, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait, pour le Je pense que pour le prochain, le son est toujours bon. On m'entend toujours. Je pense que pour le prochain épisode, il faudrait qu'on revienne sur ça et qu'on explique déjà le contexte, pourquoi ce projet, qu'on ouvre un petit peu le capot de ce projet-là. Et ensuite, qu'on vous donne les éléments d'analyse qu'on pense par rapport à ça. Et comment est-ce que ça, d'autres pays pourraient peut-être s'en inspirer des inconvénients comme parce qu'ils ont probablement fait des erreurs, tu vois, des erreurs qu'ils ont fait, comme aussi des prouesses technologiques qu'ils ont pu faire parce que tout ce qu'ils ont fait n'est pas non plus à jeter à la poubelle pour Ouais, lancer leur ouais. propre projet, quoi. Donc, restez connectés, abonnez-vous à ce canal, à cette chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube d'Elvis Conjo où il va plus en détail sur ces sujets-là. Il fait aussi beaucoup de lives dédiés pour traiter des points de toujours l'écosystème DeFi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Elvis, c'est toi le king. Je t'ai dit, j'ai rebrandé le nom du truc, le king et le GB. Donc, comment est-ce que est-ce que tu auras un dernier mot pour clôturer l'épisode? Déjà, merci à toi, Guy Bertrand, pour cette séance d'échange où on a abordé quelques points qui sont vraiment superficiels concernant les NFT. Il y a bien d'autres choses à connaître. Il y a ce qu'on a dit ici, c'est clairement pas des conseils d'investissement, surtout que c'est pas notre but. Notre but, c'est de sensibiliser et de démocratiser au maximum l'information concernant cette nouvelle technologie. Je suis convaincu que des révolutions, il y en a très peu. Et il y a très peu de personnes qui ont été au cœur des révolutions. Et je suis convaincu que nous sommes au cœur de celle-ci et nous avons donc le devoir et l'obligation de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui passe au travers des Africains.
faudrait que celle-ci se fasse avec nous. Et pour que ça se fasse avec nous, il faudrait que chacun y mette du sien. Quand on regarde des vidéos comme celle-ci, qu'on ne garde pas pour soi, qu'on partage, ça permet de démocratiser encore l'information. Et en partageant au maximum, ça va peut-être intéresser les personnes encore plus jeunes qui pourraient avoir une autre idée, une autre vision de la chose et leur permettre de créer des solutions pour nous-mêmes. Euh, Elvis Conjo, c'est une personne qui aime bien partager. Je pense que Guy aussi. Et on se retrouvera dans d'autres pour parler de d'autres sujets également sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas de vous abonner chez Guy. C'est un plaisir que nous nous associons pour faire grandir notre continent. Moi, ça m'a énormément plu que tu me contactes. Et voilà, si tu as besoin de quelque chose pour qu'on avance ensemble, je serais vraiment ravi. Et s'il y a même d'autres personnes qui ont besoin et qui sont les promoteurs des médias, pourquoi pas? Pourquoi pas démocratiser cette information le plus possible que de passer le temps à diffuser des programmes qui n'aident pas en rien, qui n'aident en rien, les novellas et tout sur vos canaux, sur vos chaînes. Démocratiser des choses qui sont encore nouvelles, qui peuvent permettre aux gens de faire partie de cette révolution. Je suis clairement convaincu que nous sommes au début d'une nouvelle finance. La prochaine finance, les prochaines banques sont en train de se créer maintenant. Il est donc important que nous comprenions ces enjeux et que nous sautons sur le train quand il est encore en train de décoller. Pour moi, la blockchain est encore en train de décoller. Donc, inviter des gens sur des plateaux, pas des personnes qui ont déjà des partis pris, qui vont venir politiser un peu tout. Inviter des personnes qui sont neutres, des personnes qui parlent réellement de la technologie, des personnes qui peuvent faire comprendre aux uns et aux autres comment ça fonctionne et ça les éviterait même des arnaques. Plein de personnes sont arnaquées aujourd'hui faute de connaissances. Et d'une part également, c'est votre faute. Vous êtes également responsable, vous qui avez les médias et qui ne partagez pas les informations qui peuvent aider ces personnes-là aussi. Donc, c'était mon coup de gueule. Merci à toi, Guy. Et Merci à toi, Elvis. je Donc, serai ravi c'était pour une prochaine fois, en tout cas. nice. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Donc, c'était pour mon patrimoine The King et de GB pour l'émission Mon patrimoine. À très bientôt et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.